je vais vous demander d'accueillir 3 personnes. Fabienne Launay. Fabienne, si vous voulez bien venir, on peut l'applaudir. Je vais les présenter. Fabienne, ouais, par là. Voilà, sécurité, safety first en bon français. Marie-André Luerne. Marie-André, si vous voulez bien me rejoindre. Je vais vous les présenter, hein, si vous ne les connaissez pas. Et Jean-Louis Perrault. Où est Jean-Louis? Jean-Louis, voilà. Ouais, comme vous voulez. Alors, les micros, bah, je vais vous les donner, il n'y a pas de problème. Et voilà, vous allez vous les partager. Allez, Marie-André, mesdames, et on va commencer. Alors, pour vous présenter nos invités et spécialistes, alors Fabienne Launay. Bonjour Fabienne, vous êtes responsable Bonjour. du service fourrage, pastoralisme, sol, biodiversité, donc spectre large, au sein de l'Institut de l'élevage, l'IDEL, et vous êtes basée sur la ferme de Derval, en Loire-Atlantique. C'est exact. Ça va, c'est bon. Marie-André Luerne, bonjour Marie-André. Vous êtes présidente déléguée du CNIEL. Je pense que tout le monde connaît le CNIEL dans cette assemblée. Et également agricultrice dans le Morbihan, sur la commune de Sulniac. Et dans votre ferme, donc vous êtes en GAEC, je crois, hein, avec votre mari, vos fils et votre fille est salariée. Donc c'est vraiment une affaire familiale. 150 vaches laitières et 1,5 million de litres de lait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous-même, avec votre famille, vos associés, vous pratiquez le pâturage. Donc on verra à la fois cette vision CNIEL et vous dans la pratique ce que ça veut dire. Madame Launay ou Fabienne, pour commencer, quel est l'intérêt de produire à l'herbe? Oui, si on commence avec vous, nous on est comme ça. Non, mais je me demandais si on présentait d'abord Jean-Louis, mais non. Ah mais non, moi j'avais pas envie. Non mais c'est une erreur, voilà la première, c'est fait. Tout le monde le connaît. Donc oui, on peut effectivement Jean-Louis, comment ça se dire. Donc Jean-Louis Perrault, excusez-moi, directeur de recherche INRAE, donc chargé de mission à la direction scientifique agriculture de l'INRAE, et il a une carrière de chercheur vraiment focalisée sur le pâturage, et on verra, Jean-Louis a un spectre assez large, à la fois technique, j'ai qualifié un peu sociologique parfois aussi, enfin en tout cas spectre large. Merci de me l'avoir rappelé. Je suis sauvé. Alors, Fabienne, donc là, on va pouvoir y aller. Quel est l'intérêt de produire à l'herbe avec la vision de l'IDEL, hein, de l'Institut de l'élevage? Alors, il y a plusieurs intérêts, bien sûr. Il y a déjà à l'échelle du système, mais aussi à l'échelle parcellaire et à l'échelle de l'animal. Donc, si on est au niveau du système, il y a un grand intérêt par rapport à l'autonomie notamment protéique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur l'herbe, on a un vrai levier pour améliorer cette autonomie, même si aujourd'hui, sur les exploitations laitières, il y a une grande variabilité qui existe. Sur notre réseau Inosis, là on est à 70% d'autonomie protéique aujourd'hui en vache laitière, mais on a la variabilité qui peut être du simple au double dans les exploitations, et le levier premier c'est l'herbe. Ça c'est à l'échelle système. Il y a aussi le coût, bien sûr, le coût alimentaire. Quand on produit à l'herbe, le pâturage c'est 4 fois moins que du maïs en silage à produire, donc il y a un vrai intérêt économique derrière, même s'il y a encore une fois de la variabilité selon les systèmes. Oui. Et puis après au niveau du coup de la parcelle, il y a un intérêt sur la. Alors si on dit pâturage de prairie, du coup c'est l'intérêt agronomique de la prairie. Alors je pense qu'on va y revenir après, mais oui. Il y a un ensemble de services agronomiques qui sont rendus par la prairie, mais pas seulement. Il y a des services par rapport à la biodiversité, par rapport à plein d'attentes sociétales, voilà. Et au niveau de l'animal, pour faire assez rapidement, il y a aussi un intérêt puisque au niveau du bien-être animal, mais là je pense que la salle vous êtes plus en connaissance que moi sur le sujet, mais voilà, il y a des études qui ont montré notamment le fait d'aller pâturer, de réduire les boiteries par rapport à des animaux qui seraient en bâtiment. Qualité voilà, produit aussi la qualité des produits aussi. Ouais. Il y a bien sûr... il y a eu des études qui ont montré que des produits avec des animaux nourris à l'herbe avaient un intérêt au niveau... alors sur la consommation humaine, hein, du coup, ça diminue les acides gras saturés, ça augmente les oméga 3, ça augmente les vitamines, etc. Voilà.
Madame Quiroas nous en reparlera de Bleu Blanc Cœur tout à l'heure. C'est bien fait. Sur le produit santé humaine, vous verrez, elle va même un peu plus loin. Elle nous parlera d'études spécifiques sur certaines après, moi, je ne suis pas une spécialiste de la santé humaine, hein, donc voilà. D'accord. Non, mais ce sera complémentaire puisqu'elle va montrer finalement en descendant l'intérêt jusqu'au consommateur. Merci beaucoup. La dynamique, elle est quoi? C'est tendance vers Alors, plus le pâturage, aujourd'hui, c'est les vaches laitières, il y a 90% des exploitations qui indiquent faire du pâturage. Donc, c'est beaucoup, mais encore une fois, il y a de la variabilité derrière. Et il y a en fait, quand on regarde les arts qui sont pâturés, on est à une diminution des arts par vache. Donc, on était à peu près... en 2008, il y avait 70% qui étaient à plus de 20 arts par vache laitière à disposition. Oui. Et aujourd'hui, on augmente cette part finalement des vaches laitières qui ont moins d'arts à disposition. Et ça se réduit de plus en plus, et notamment avec la présence des robots, la demande de simplification du travail, etc., qui font que y a moins. Alors, il y a encore du pâturage, mais après moins dans le temps sur la saison de pâturage. En fait, sur la campagne, en fait, les éleveurs, enfin les vaches des éleveurs pâturent moins. D'accord, donc un système à pérenniser où on va voir par rapport à une approche systémique avec des facteurs qui peuvent être liés ou contradictoires. Monsieur Perrault, Jean-Louis, voilà, maintenant ça y est, oui. Vous êtes là, je vous ai présenté, je peux même vous poser une question. Cette tendance, pourquoi selon vous, il y a une tendance peut-être à moins d'herbe, ce que vous sembliez dire, Madame Launay? Une tendance à moins d'herbe, il y a plusieurs raisons. Je dirais déjà au niveau national, la première, c'est qu'il y a de moins en moins d'éleveurs. Donc, il y a de moins en moins de besoin d'herbe de toute façon. De moins en moins d'éleveurs de ruminants. Quand une ferme arrête et repasse, on quitte l'élevage pour faire des céréales, c'est vite clos, en fait, le débat. Ensuite, le moins d'herbe, c'est... je pense qu'il y a une vraie difficulté de gestion des systèmes. C'est beaucoup plus facile d'aller taper dans son silo tous les jours. On avance de tant de centimètres dans le silo. Voilà, tout ça, c'est bien géré. C'est pas le cas avec le pâturage. Est-ce que ça va pousser demain? Je pense qu'il y a un gros souci aujourd'hui qu'on va peut-être réussir à solutionner. Moi, je suis pas capable de vous dire qu'est-ce qui va pousser dans 15 jours. Oui. Personne. Peut-être que demain, on sera capable, avec les réseaux de suivi de croissance d'herbe et un traitement de ces données par intelligence artificielle, on arrivera à avoir des précisions sur mieux prévoir la croissance de l'herbe. Mais il y aura quand même de toute façon de la variabilité. Donc il y a ce problème de gestion, difficulté de gestion, anxiété quelque part un petit peu, sauf à avoir des chargements beaucoup plus faibles. Mais on revient sur un autre type d'agriculture, mais c'est une voie possible au moins dans certains territoires. Et puis il y a le changement climatique qui fait que ce que je vous ai dit sur la croissance de l'herbe ne peut que s'accentuer. Et force est de constater aujourd'hui quand même que le maïs, c'est un super 4x4, quoi. Je suis arrivé en Bretagne en 81. La seule année où j'ai vu qu'il y avait vraiment des difficultés pour le maïs, c'était 82, parce qu'on ne pouvait pas le récolter tellement c'était mouillé dans les champs. Et à l'époque, les machines n'étaient pas aussi puissantes qu'aujourd'hui, je pense. Donc c'est quand même... ça donne des chances au maïs. Par contre, je pense qu'un des gros soucis de l'herbe... Alors j'ai beaucoup travaillé sur... alors, parler de sociologie tout à l'heure... Ouais, c'est de la sociologie de bas étage quand même, Je ne suis pas sociologue, mais avec des futurs jeunes éleveurs, j'ai conduit des projets dans le cadre de projets de recherche Bretagne, Pays de Loire, Normandie, tout le Grand Ouest français. Le pâturage a quand même une image chez les jeunes, c'est un bon nombre d'entre eux, c'est des systèmes du grand-père, quoi. C'est très passéiste. Nous, on est moderne. C'est l'image qui est associée. Ouais, c'est l'image. Et dans les lycées agricoles, on retrouve encore beaucoup ça. C'est quand même le règne il faut des beaux tracteurs, il faut voilà. Donc, et puis derrière, c'est cette idée de productivité qui a été martelée à juste titre pendant des décennies. Qu'aujourd'hui, il faut re-questionner, ce qui est pas si simple. Mais il y a quand même cette image. Alors, il y a toujours les gens convaincus. Je veux dire, là, il n'y a pas de problème. Il y en aura toujours. Ils sont dans la salle.
Je pense, oui. Mais c'est un peu le problème, quoi. C'est de trouver le juste équilibre, et je pense qu'on va vers deux grands types de systèmes laitiers, pour le faire très caricatural. Il y aura des grands troupeaux avec plutôt des animaux à l'intérieur, plutôt très productifs, qui vont avoir un certain nombre d'atouts, ou par exemple, il va y avoir plusieurs familles vivant sur une exploitation, et voilà, ça permettra d'organiser le travail le week-end. Et puis, il y aura des systèmes très pâturants, plus petits troupeaux, plus familiaux. Voilà, c'est de trouver l'équilibre entre tout ça. Moi, je ne fais pas de choix là-dessus. Hein. De toute façon, ça ne m'appartient pas de le faire, et c'est les éleveurs qui feront leur choix et les filières. Mais je pense qu'on va aller vers ces deux types de systèmes. Alors, on reviendra sur l'intérêt des systèmes herbagés après. Oui. Il y en a un que tu n'as peut-être pas cité dans les atouts des systèmes herbagés. Tu as parlé beaucoup de protéines, évidemment. Ça, c'est sûr, avec le soja. Et il y a aussi l'énergie. Oui. Moi, je pense qu'on ne parle pas assez d'énergie en élevage. Je parlais des tracteurs, ça coûte en énergie. Alors ça va bien en ce moment avec Trump, le prix du pétrole il est plutôt bon, mais ça peut ne pas durer, et ça ne durera pas de toute façon. Et puis on nous parle beaucoup de souveraineté alimentaire en Europe, en oubliant juste qu'on l'a grâce à de l'énergie venant de Russie pour faire l'engrais. Or, le système pâturage, c'est des légumineuses et ça prend l'azote dans l'atmosphère, quoi. Donc ça, c'est à mon avis un atout très très important pour les années à venir. À mettre aussi peut-être plus en avant. Au niveau du CNIEL, Marie-André, quelle est la position? Est-ce que vous êtes pro-pâturage? Quelle position vous affichez vis-à-vis du pâturage? Oui, au niveau de l'interprofession laitière, le pâturage est quelque chose qui est plutôt favorisé ou encouragé, mais c'est vrai que c'est que des idées et des intentions. Oui. Le CNIEL a travaillé une feuille de route avec les ONG sur ce sujet-là, mais voilà, c'est juste des intentions. Après, il faut qu'il y ait des actes et que les agriculteurs puissent aussi le mettre en œuvre, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de contraintes à la mise en œuvre qui ne sont, à mon avis, pas que climatiques ou ce qui a été énoncé et que je ne conteste pas, mais il y en a d'autres, et moi j'irais plus sur le côté aussi sanitaire. Le fait de mettre les animaux dehors, on maîtrise moins sa biosécurité. Les animaux sont au contact de la faune sauvage, et on voit qu'il y a quand même ce sujet qui est quand même de plus en plus présent. Et on a au CNIEL cette volonté justement d'amener un maximum de lait, que tout le lait arrive de bonne qualité. Donc voilà, le côté sanitaire est très important. Et c'est vrai que le fait de mettre les animaux dehors, on a aussi cette problématique à gérer. Et par rapport à cette approche-là que vous décrivez, elle paraît un peu moins en silo, peut-être un peu plus systémique. Est-ce que c'est des approches que vous regardez aussi? Parce que ce qu'on voit, c'est que tout est lié. Hein. Vous évoquiez l'aspect énergétique, autonomie protéique. Est-ce qu'au niveau de l'IDEL, vous êtes aussi sur des approches de plus en plus systémiques, où on compare un peu tout ça en même temps, tous ces facteurs? Ça marche, oui. Ouais, ça marche bien. Oui, donc je pense que ça, c'est le cœur de métier de l'Institut de l'élevage. C'est à chaque fois, on essaye toujours de travailler au niveau systémique. Donc, tous nos outils, tous nos travaux, à chaque fois, on essaye, dans la mesure du possible, de rester sur cette échelle-là. Même si, sur les fourrages, on regarde aussi la parcelle, mais il y a un intérêt fort à chaque fois à bien tout mesurer. Et quand on par exemple nos outils, là actuellement on a développé un outil sur l'adaptation au changement climatique, c'est bien à l'échelle du système fourrager, et dans l'avenir on aimerait que ce soit à l'échelle de l'exploitation entière, en prenant aussi en compte par exemple le stress thermique sur les vaches, etc. Donc on essaye de regarder à chaque fois dans son ensemble, c'est important bien sûr. Et après, il y a la dimension, à chaque fois, il y a des évaluations de chaque système, que ce soit environnemental, économique, sociétal, pas sociétal. Voilà, sur le travail notamment. D'accord, donc oui, qualité de vie, équilibre en tout cas pro-perso. Madame Luhern, Marie-André, quel est l'intérêt pour la distribution? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour le pâturage? Est-ce que c'est une approche marketing? Qu'est-ce que vous percevez? Alors par rapport à ça, c'est vrai que lorsqu'on a pu échanger ensemble, c'est vrai que je me suis quand même dit que tout le monde dit que le pâturage c'est bien, mais nous, au niveau de la région Bretagne, mais on l'avait fait à disposition des autres régions, on avait travaillé un cahier des charges sur le lait de pâturage, une association avec un logo, une certification, et quand on a voulu aller la présenter aux acteurs, aux laiteries, ça n'a pas eu d'intérêt pour eux.
Et quand on a été voir à l'autre bout les distributeurs, c'était circulé, il n'y a rien à voir. Et pourtant, on a vu après apparaître sur les produits des allégations, 150 jours de pâturage, 200 jours de pâturage ou autre. Mais voilà, on a vu que c'était quelque chose qui était important, mais qu'on ne voulait pas rémunérer les producteurs parce qu'on disait de toute façon ils le font. Pourquoi on les paierait pour quelque chose qu'ils font déjà. Et nous, on avait déjà cette approche en se disant ce que l'on fait aujourd'hui, on n'est pas sûr de le garantir pour l'avenir. On voyait déjà des troupeaux où les animaux ne sortaient pas et on se disait il faut donner un intérêt et puis encourager. Et je pense que c'est un regret que l'on a que ça n'a pas marché, mais ça marchera peut-être dans l'avenir. Rien n'est peut-être perdu. Mais en se disant que peut-être lorsqu'il y avait un changement de système sur certaines fermes, si le pâturage aurait eu une valorisation, peut-être que ça aurait été pris en compte de façon économique et peut-être que certains auraient revu ce changement et ne l'auraient pas fait ou l'auraient fait différemment. Mais en tous les cas, voilà, on a essayé, on n'a pas réussi, et voilà. On verra l'exemple tout à l'heure, parce que dans ce programme tel qu'il a été établi, on va voir aussi les différents acteurs de la filière, dont de transformateurs, donc des grandes laiteries. Enfin, vous allez voir tout à l'heure les deux exemples, où on va voir, il y a des exemples qui semblent aller au-delà de l'image, telle que vous le décrivez. À vous de juger à l'issue de la table ronde sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, peut-être on peut rajouter qu'il y a 70% des produits laitiers, les liquides, où il y a une image de l'herbe qui apparaît sur les donc l'image est quand même là. Oui, et après, il y a du texte ou pas, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, mais voilà, on a fait cette petite étude dans le cadre du RMT Pré. Ouais, enfin, vous avez tous vu les boîtes de camembert, c'est de la normande au pâturage. Il n'y en a plus beaucoup de camembert fait avec de la normande au pâturage, même si ça s'appelle encore camembert. Bref. Effectivement, je pense, ce lait à l'herbe, oui, on ne va pas payer plus pour quelque chose qui se fait déjà. Enfin, je pense que c'est... Ce qui est quand même étonnant, c'est que cette mode et ce slogan du lait à l'herbe, c'est venu des Pays-Bas, où justement, il n'y avait plus de pâturage. Et c'est eux qui ont lancé, enfin c'est Friesland qui a lancé le lait, 120 jours de pâturage par an. Et c'était très étonnant parce que mes collègues, je travaille avec des Hollandais comme avec d'autres collègues en Europe, ils se posaient la question, c'est quoi le pâturage? C'est quand la vache sort dehors et marche? C'est quand elle mange? Vous savez déjà pas trop. Bon, pour nous, c'est tellement naturel. Mais ça montre un peu cette différence entre des pays qui ne sont pas si lointains que ça et des systèmes qui ne sont pas si différents que ça quand même, quand on les met au niveau du monde. Et ils se sont posés des questions et puis ils se sont rendus compte que très vite, la vache, bon, chez eux, alors effectivement, on est à moins de 20 arts par vache, nettement moins, mais même si la vache mange 3-4 kilos d'herbe, c'est 3-4 kilos de concentré d'économiser dans leur système. Et donc ça a très bien marché très vite. Chez nous, non, ça ne marche pas. Par contre, c'est peut-être dire, c'est les gens qui ne font pas de pâturage où il ne faut pas payer de lait au même prix. Alors la valorisation, c'est pas Marie-André qui va me dire l'inverse. Il y a aussi cette logique de valorisation qui revient souvent, y compris pour le lait. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Est-ce que les gens qui sont dans la salle ont souhaité s'exprimer déjà? Et sinon, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alors, oui. Est-ce qu'on peut brancher le troisième micro à chef? Alors, Paul, question. Je ne vais pas pouvoir passer mon micro, ça va être compliqué. Normalement, ça marche. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, pas de questions pour l'instant via l'application. Alors, si jamais aussi, on a oublié de le dire tout à l'heure, vous pouvez également écrire sur le papier qui est sur votre chaise et on ramassera donc les feuillets. Alors, moi, j'ai une question, si je peux me permettre. Justement, on a parlé tout de suite, c'est la définition du pâturage au final, parce que on a parlé beaucoup de 120 jours, 150 jours, 180, 10 heures, 20 heures. Alors, c'est quoi en fait le pâturage? Alors, est-ce qu'il y a une définition exacte du pâturage? Allez, tous les trois. Oui, il y en a une? Non, je demande à Jean-Louis. Du coup, s'il avait vous, l'idéal alors. Non, mais bon, nous, on n'a pas vraiment. C'est vrai qu'on a fait un petit guide sur les prairies et les parcours, mais on n'a pas défini le pâturage. Alors, mais
Parce qu'effectivement, on peut pâturer. Là, derrière, on mettait un peu de l'herbe systématiquement. Ouais, mais on peut faire du pâturage, entre... de colza fourragers. Voilà, il y a d'autres types de ressources fourragères. Mais bon, derrière, forcément, c'est aller à l'extérieur. Mais de toute façon, la vache, elle est herbivore. Hein, donc, c'est quand même essentiel pour elle de manger de l'herbe. Et d'y aller, c'est même physiologique, c'est normal hein, d'aller manger et de pâturer. Mais après, est-ce que, Jean-Louis, tu aurais une définition propre ? Non, il n'y a pas de définition propre. Je dirais que chaque éleveur a sa propre définition parce que dans son exploitation, avec son parcellaire et sa taille de troupeau, il fait ce qu'il peut. Alors, un des grands freins quand même, c'est effectivement le fait que les troupeaux ont plutôt tendance à s'agrandir, même s'ils restent encore de taille très modérée en France, hein, faut pas exagérer. Par contre, ce qui est problématique, c'est le parcellaire qui va autour de la salle de traite ou du robot. Quoi. Et du coup... je veux dire, dans le monde du pâturage, des pays comme l'Angleterre, comme la Nouvelle-Zélande pâturent, et il y a des troupeaux de 500, 600, 1000 vaches. Et ils sont au pâturage. Simplement, le parcellaire est adapté, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, quoi. Donc ça c'est un vrai problème. Après, il n'y a pas de définition du pâturage. Enfin, si, quand un animal... 120 jours de pâturage dans le Grand Ouest, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup dans d'autres parties de la France. Nous, on peut effectivement, ça pourrait être 180 jours ou 200 jours, enfin peu importe. Mais ça va dépendre de toute façon de la structure de l'exploitation, du goût de l'éleveur. Pour moi, pâturage, c'est quand une vache mange de l'herbe dehors qui n'est pas mis dans l'auge. Hein, et vous avez l'air d'accord là-dessus. Ça peut être quelques mois par an, parce qu'après il y a de la sécheresse. Dans le bassin de Rennes, quand on a pâturé en avril-mai, début mi-juin, après ça devient dur sur certaines terres. Et puis ça peut être du 1er avril au 30 novembre, ça dépend. Ce qui va peut-être changer à l'avenir, c'est que les périodes de pâturage dans l'année vont changer du fait du changement climatique. Hein. On voit bien que l'herbe pousse en novembre, décembre, janvier, que sur certaines parcelles, on peut y aller, sur d'autres, on ne peut pas parce qu'il y a des problèmes de piétinement, et puis d'autres problèmes de santé pour les animaux. Mais il n'y a pas une définition précise. Pour moi, c'est quand la vache va pâturer, c'est qu'elle va dehors et qu'elle mange de l'herbe et que ça représente une partie non négligeable de sa ration. Marie-André, vous avez une définition ? Oui, moi je voudrais dire quand même que le pâturage... c'est technique, ça s'apprend, et on a dit tout à l'heure que ce n'est pas dans les écoles qu'on apprend ça. Et en effet, ce n'est pas dans les écoles. Sur ma ferme, par exemple, un de mes fils a été en formation sur le pâturage. Il est revenu à la maison en disant « Moi, je change tout, je fais la révolution ici. » Je me suis dit qu'est-ce qui nous ramène comme idée ? Et en fin de compte, il voulait tout refaire les paddocks. Une parcelle que nous, on mettait tout ensemble. Oui. Lui, il l'a coupé en 4. On a fait 4 paddocks dedans. Et maintenant, on fait du pâturage tournant dynamique. Les vaches vont 2 jours sur chaque parcelle. Et on le fait aussi pour les petites génisses. Bon, c'est une révolution comme ça, c'est pas trop d'impact. Mais ça a des impacts positifs. Mais c'est parce qu'il a été en formation et qu'il a appris. Et c'est ça que je trouve, c'est que les pâturages, je vois bien qu'il y a des voisins qui disent de toute façon, le pâturage, pâturer ou pas, ça ne changera rien chez moi. Parce qu'en wagon, ils sortent leurs bêtes, comme on dit, et les bêtes vont se promener. Mais au final, ils mettent tout le temps autant de maïs à l'auge. Donc, quelque part, voilà, ça s'apprend. Et ça s'apprend aussi dans le choix des variétés. Quand ce n'est pas des prairies naturelles, mais des prairies, et ben, c'est le choix de variétés adaptées. Et ça, voilà, je pense que c'est pour ça aussi que parfois, ça peut ne pas marcher. Dernier mot, Jean-Louis. Je vais me faire gronder. Sur ce qui vient d'être dit sur le maïs, ça me fait penser à des anciens résultats de l'Institut de l'élevage avec Chenet, que tu as peut-être à peine connu, qui disait si on veut vraiment manger de l'herbe, il ne faut plus donner de maïs. Et dès l'instant, il avait des essais très démonstratifs là-dessus dans les années 80, donc on réinvente le monde un peu. Hein. C'est vous donnez 3 kilos de maïs à une vache, elle fera 3 kilos d'herbe d'ingéré en moins à côté. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi. Après, c'est pas idiot de donner du maïs au pâturage, ça dépend des surfaces que l'on a à disposition. On va faire plutôt la promo du pâturage aujourd'hui, du maïs, non ? Enfin, non, mais il me semble que dans l'esprit... C'est pas des choses à complètement c'est complémentaire. C'est complémentaire, ça ne s'oppose pas forcément. Hein, on le verra dans la ration et tout ça. Je crois qu'on peut les applaudir, hein, nos 3 invités. Je vais prendre.